De vous retrouver après un petit moment de trêve à l'antenne de RTG Awards. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Entre vos lignes, un magazine exclusivement réservé aux professionnels de médias qui analysent les différents sujets d'actualité ici au pays, pourquoi pas dans le monde. C'est donc une tribune d'expression libre et démocratique. L'actualité qui est dominée ici chez nous, comme vous le savez, madame, monsieur, par les lancements hier de l'opération Soukola 2, opération qui consiste à traquer les rebelles Hutus-Rwandais de FDLR, et cela après l'expiration de l'ultimatum leur accordé par la communauté internationale. Vous savez que l'ultimatum a expiré le 2 janvier dernier, et hier, les FARDC ont lancé donc l'opération. Et nous allons également parler de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, où notre équipe nationale et Léopard donc vont croiser demain les Diables Rouges de la République sœur du Congo. Ce sera donc dans les cadres de quart des finales de cette compétition continentale. Et pour évoquer tous ces sujets, madame, messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur ces plateaux les estimés confrères qui nous ont fait l'honneur de répondre à l'invitation de ce magazine. Il s'agit de Nico Faye-Mbikaye qui est donc à ma gauche. Il n'est plus à présenter, il est éditeur du journal Top Média. Il est là, Nico Faye-Mbikaye. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour fidèle. Et Nico Faye-Mbikaye est là, et j'ai également à ma droite Joël Kadé Ndanga. Il est journaliste à Impact News. Joël Kadé, bonjour. Merci pour la considération, bonjour chers confrères. Et enfin, Edmond Izouba, journaliste à RTVS 1. Edmond, bonjour et merci d'être venu. Bonjour, merci fidèle pour l'invitation. Voilà, sans plus tarder, madame, monsieur, nous allons prendre les tout premiers sujets de notre magazine de cet après-midi. Nous allons donc parler du lancement de l'opération Soukola 2 au Nord Kivu à partir de Beni, bien entendu, et 28 jours après la fin de l'ultimatum contre les rebelles Hutus-Rwandais d'FDLR. Le chef d'état-major général des FARDC a lancé depuis hier à partir de Beni au Nord Kivu l'opération Soukola 2 pour traquer ceux d'entre ces rebelles qui ont refusé de se rendre volontairement. La MONUSCO soutient donc le FARDC sur le plan opérationnel et logistique, a précisé Martin Kobler, représentant du secrétaire général des Nations Unies ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors, chers confrères, je commence avec vous, Nico Faye-Mbikaye. L'opération a été officiellement lancée hier contre le FDLR. Vous pensez que cette fois-ci sera la bonne? Merci beaucoup, fidèle, pour l'opportunité. Je crois que non. Je commence, moi, à me lasser, à me fatiguer de cette pile d'ultimatums qu'on cesse de lancer vis-à-vis de gens qui donnent la mort, qui sèment la désolation des Congolais, à qui on accorde, à qui on donne du temps matériel suffisant de se préparer, de s'organiser, de tuer davantage. Est-ce pour un criminel qui tue votre femme, votre maisonnée, vous devez lui accorder un minimum de temps? Je crois que non. Dans une certaine mesure, ça peut s'appeler aveu d'impuissance. Je ne connais pas, moi, un seul pays au monde où le gens... D'ailleurs, il faudrait rectifier, ce ne sont pas de rebelles. Parce qu'un rebelle, c'est un national qui refuse l'ordre établi. Mais ces gens-là doivent être rappelés rebelles au Rwanda. Mais doivent pas être rappelés rebelles au Congo. Au Congo, on peut l'appeler... Il faut chercher un autre concept qu'au lieu de continuer à les appeler rebelles. Mais si on continue à donner du temps, on continue à lancer des ultimatums qui, au finish, n'accouchent que des souris. Je crois que non, là, Kinshasa a failli dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Vous devez savoir que l'État est la seule organisation au monde à qui on a doté le monopole de contraintes physiques. Seul l'État. Mais si lorsque la vie des Congolais est sapée, lorsque la vie des Congolais est ôtée et que l'on se contente de déclarations qui ne se limitent qu'à Kinshasa, qu'au micro,
j'aimerais un peu poser la question. Est-ce qu'on donnerait aussi du temps matériel ou bien lancerait des ultimatums vis-à-vis des manifestants pacifiques sur le boulevard 30 juin? J'ai dit sous réserve de réplique. Ouais, ça c'est un autre sujet. Est-ce que c'est pour dire que vous n'êtes pas convaincu que cette opération permettra l'éradication de FDLR? C'est pas, vous voulez pas qu'on les appelle rebelles? Non. Au vrai sens du terme, ils ne sont pas rebelles. Et je vois très mal, lorsque l'ordre public est troublé, il n'y a pas de procédure. Mais pourquoi chez nous, lorsque l'ordre public est troublé, surtout vis-à-vis des étrangers qui sèment la mort des Congolais, là on entre dans la bureaucratie, on entre dans les procédures, comme si nous étions donneurs de leçons. Vous savez, Washington, le seul pays au monde reconnu pour la démocratie, lorsqu'il s'agit des intérêts des Américains, Washington ne tergiverse pas. En vertu des 4 dispositions internationales, Washington est allé tuer Oussama Ben Laden sur un territoire pakistanais. En vertu des 4 dispositions internationales, Washington est allé attaquer Bagdad. Mais chez vous, vous brandissez les doigts. Non, quelque part, il faut qu'on place les mots qui conviennent. Ça ne peut s'appeler qu'aveu d'impuissance. Vous êtes d'avis que c'est un aveu d'impuissance, Edmond Izuba? Il fallait même pas accorder l'ultimatum à ces Hutu-Rwandais qui sont chez nous ici. Nico ne veut pas les appeler rebelles. Vous pensez que c'est un aveu d'impuissance? Non, je ne pense pas comme Nico, excusez-moi. Parce que la présence de rebelles, bon, nous les appelons aujourd'hui rebelles, mais avant ils n'étaient pas rebelles. La présence de ces rebelles en République démocratique du Congo est fruit d'une coopération. Il faut vous rappeler de l'opération turquoise. Donc, dire aujourd'hui que c'est un aveu de chèque et tout ça, je ne suis pas convaincu de cet argument, mais moi je soutiens plutôt la MONUSCO qui a compris que c'était une opération difficile. Traquer le rebelle FDLR aujourd'hui, c'est une opération difficile, mais nous devons arriver à les faire. Donc, il ne fallait pas aller rapidement par 6-4-2, il fallait prendre des méthodes, adopter certains mécanismes pour protéger les populations civiles. Donc c'est ce qui justifie les temps qu'on a pris avant de lancer cette opération. Vous pensez que d'après ce que j'imagine, mettre des stratégies en place pour protéger la population dans toutes les façons, monsieur Fidèle, tout ce que nous avons connu comme ultimatum, c'était pas la RDC. C'était soit la MONUSCO ou les Nations Unies, c'était soit le chef d'État de la région. Donc, vous comprenez que la RDC est impliquée qu'en dernier ressort. Donc, comme c'était le fruit d'une coopération internationale, parce que semble-t-il que ces gens-là n'avaient plus où aller parce qu'ils étaient chassés au Rwanda. Donc, la RDC était prête à les accueillir. Après, on n'a toujours pas trouvé un endroit où les caser. L'endroit sera trouvé, évidemment. C'est pas leur pays. Ils n'ont pas le droit de rester ici plus longtemps. Alors, mais il faut chercher de mécanismes. Il y en a d'autres. 20 ans après. Il y en a d'autres qu'on a recensés, monsieur Fidèle. Il fallait le cibler. Où est-ce qu'ils sont, ces rebelles-là? Ils sont à Chabunda. Ils sont à Walungu. Ils sont dans le Nord Kivu, là où l'opération a été lancée. Mais comment les traquer? Je ne sais pas, je n'ai jamais été militaire. Alors, on va pas aller rapidement comme ça, les abattre et tout ça, mais il fallait maintenant adopter plutôt certains mécanismes qui facilitera à ce que la population, qui vit ensemble d'ailleurs avec ces rebelles, sans pour autant le savoir, pour que cette population-là soit protégée, soit épargnée de toutes les actions militaires contre ce rebelle-là qui seront d'ailleurs ciblés d'après ce que j'imagine. Joël Kadendanga, comment vous trouvez la campagne médiatique autour de cette opération qui vient d'être lancée? Vous pensez que cette campagne a sa raison d'être dès lors qu'on sait que le FDLR aujourd'hui, d'après les éléments à notre possession, ne sont qu'au nombre de 1400? Vous pensez que pour combattre 1400 éléments, notre armée a besoin de faire toute cette campagne médiatique? Non, d'abord, je crois que c'est du bluff. Du bluff, pourquoi? Parce que personnellement, je n'ai jamais cru encore qu'il y ait des FDLR sur notre sol, et particulièrement ceux qui ont commis des crimes atroces en 1994. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 20 ans. Tout rebelle qui pouvait avoir 30 ans, aujourd'hui, il en a 5 ans. Or, d'une manière générale, tous ceux qui avaient commis le génocide,
c'était de vieilles personnes de 50 ans. Aujourd'hui, ils n'existent pas. Ce sont des jeunes gens qui sont restés. Et j'ai toujours soutenu la thèse de la non-violence pour le retour des Hutus dans leur pays d'origine. Et il ne fallait pas qu'on leur impose ce retour forcé. Pourquoi le dis-je? C'est parce que nous, Congolais, nous avons eu des problèmes avec ce que nous avons appelé aujourd'hui nos rebelles. La communauté internationale nous a imposé un dialogue. Nos rebelles sont rentrés chez nous. Et même ceux qui n'étaient pas congolais, même ceux que nous connaissions ne pas être congolais, on a organisé un dialogue, nous les avons accueillis et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est mis autour d'une même table avec ses anciens rebelles, 4 vice-présidents. On a dû trouver une formule unique au monde, première dans l'histoire des sciences politiques que Nico Mbikaï a faite. Donc une première formule, hein, vous vous rendez compte, tout simplement pour que les Congolais se réunissent, soient ensemble. Pourquoi la même communauté internationale ne peut pas trouver aujourd'hui une formule de manière à mettre ensemble les Rwandais? Parce que, je vous dis, ce ne sont pas des enfants de bon cœur qui vont accepter qu'on vienne les chasser. Et quand on va les chasser, on va utiliser les armes. On va utiliser les armes à feu, les effets collatéraux. Et sachez que ce même Hutu-là ont été forcés de rentrer chez eux en 1996, quand l'AFDEL est entré. On les a vus, ils ont été massacrés par l'AFDEL. On les a tués. Après l'AFDEL, il y a eu l'autre rébellion du RCD, on les a encore massacrés. Il y a eu l'autre rébellion, le CNDP, on les a encore massacrés. Il y a eu la dernière rébellion ici. M23. Peu avant M23, c'est pourquoi Kamere a quitté le pêchoir de l'Assemblée nationale, qu'il s'était opposé à nettoyer. Là nous sommes en 2009. Nous sommes en 2009. Donc, c'est pour vous dire que je crois que nous devions, la communauté internationale, Kobler, qui crie trop par rapport à cette opération-là, je crois qu'on devrait atteindre un niveau. Les confrères ont rappelé l'opération turquoise. Ces gens-là nous ont été imposés chez nous. Nous avons toujours été hospitaliers, nous les avons accueillis. Je crois qu'il était temps de trouver les mécanismes politiques pour qu'ils rentrent chez eux. Vous attendre, c'est comme si vous n'êtes pas pour cette opération militaire. Parce que qui vont mourir? Quand on va tirer, ce sont toujours des Congolais qui vont mourir. On les a ciblés, on les a situés. Les FARDC savent où se trouvent ces rebelles Hutu-Rwandais. C'est pourquoi ils ont pris tout ce temps pour étudier, essayer un peu de les localiser afin de lancer l'opération. Très cher confrère. Oui, ces rebelles-là vivent. Oui. Mon confrère a voulu qu'on les appelle pas rebelles. Oui. Je suis on les appelle comme les envahisseurs. Les criminels, tout ce que vous voulez. On peut les appeler comme vous voudriez, mais je vous dis que ces gens-là vivent avec les Congolais, mangent avec les Congolais, boivent avec les Congolais. Même quand ils réussissent à voler, à piller là, c'est parce qu'ils connaissent tout. Ils sont sur notre territoire. Pour ces jeunes gens-là, il y en a qui sont nés ici, qui ont 20 ans ici, qui sont nés ici, ils connaissent. Donc quand ils vont chercher refuge, ils ne chercheront pas refuge dans les maisons des Rwandais. Ils chercheront refuge dans les maisons des Congolais et on viendra tuer encore les Congolais. Oui, les FDLR sont affaiblis depuis longtemps, Nico Mbikaï. Mais en premier plan de cette opération, il y a les FARDC. Vous pensez qu'aujourd'hui, seuls les FARDC sont à mesure de pouvoir éradiquer ou de pouvoir chasser le FDLR sur le sol congolais, sans l'appui de la MONUSCO? Parce qu'on attend les débats ou la discussion autour de l'appui ou non de la MONUSCO à nos vaillants militaires. Fidèle, les chiffres que vous venez d'avancer, 1400 proviennent des pour des envahisseurs estimés à 1400. Notre armée a plus de 150 000 militaires. Soyons sérieux. L'armée n'est pas faite pour patrouiller la ville. L'armée n'est pas faite pour rester avec la population. L'armée est, par essence, l'armée est faite pour la guerre. Mais dès lors que le Congo est attaqué, j'entends de l'autre côté, on me dit que non, il faut encore donner du temps. Plus de 20 ans, on doit continuer à donner du temps. Écœurant. J'ai failli tomber sans top. D'entendre ce discours, il y a certaines choses. Il y a certains sujets, lorsqu'il faut les débattre, il ne doit pas y avoir la majorité et l'opposition. Au nom de la science,
Et c'est pour cette raison que moi j'ai quitté les partis politiques. Parce que dans vos partis politiques, on ne sait pas, on n'ouvre pas le débat. On ne sait pas démocratiser ce que vous appelez parti politique chez vous. C'est pas parce que vous êtes C'est pour cela, je ne suis... Non. J'ai cherché à être seul pour que je mette mes avis en toute objectivité. Non, en toute objectivité. Vous êtes seul dans quel sens, Nico Fahim? Non, parce que si vous voyez, pour un tel sujet, plus de 20 ans, on me dit qu'il faut encore donner du temps. Est-ce que la vie humaine est sacrée? Elle est irremplaçable. Dites-moi ces Congolais qui sont tués. Par quelle alchimie, par quel mécanisme allez-vous restituer leur vie? Aussi longtemps que vous continuez à donner, vous leur accordez encore du temps. Non, ça s'appelle aveu d'impuissance. Et en cette matière, vous ne devez pas voir la communauté internationale. Vous ne devez pas voir la MONUSCO. La première tâche incombe à l'État congolais qui doit s'assumer. C'est pour cela que j'étais d'accord avec la définition de l'État donnée par Max Weber. Et à la différence de la définition des juristes, Max Weber définit l'État comme étant une organisation sur un territoire donné, doté du monopole de contraintes physiques. Et à la création des États vers la fin du 16e et début du 17e siècle, l'État n'avait ni armée ni police. Ils se sont résolus que l'État ne peut pas demeurer comme ça sans instrument de dissuasion. C'est ainsi qu'on créa la police et l'armée pour briser leur résistance. Mais chez vous, il y a des résistances. Des gens qui donnent la mort. J'entends des discours. Non. Lorsque la vie des nationaux est menacée, l'on s'occupe d'abord de cela. Non, il n'y a plus rien à négocier. Il n'y a plus rien à négocier. Voilà. C'est bien dit. Alors, Edmond Izouba, vous voulez réagir? Oui, rapidement. J'aimerais aussi ajouter une question. L'essor maintenant des éléments FDLR qui sont gagnés. Réagis d'abord et puis... Je voulais réagir rapidement, mais il ne dit pas le contraire. Nous avons tous envie d'en terminer. Je crois que la MONUSCO dans aussi... combien de temps? Non, mais peu importe les Selon temps. vous, l'opération peut prendre combien de temps? Parce que 1400 contre 5 000. Ça prendra 150 000, hein? 1400 contre... D'ailleurs, il n'y a pas de match, hein? N'importe quel... On pouvait prendre une seule journée. Ça prendra le moment que ça veut prendre. Moi, nous ne sommes pas des militaires. Nous ne nous battons pas sur terrain. Donc, c'est de la responsabilité de la communauté internationale qui a voulu assez qu'on termine pour cette année. En tout cas, moi, je crois en cette promesse. Également, de la responsabilité de chef d'État de la sous-région. Alors... Vous ne pensez pas que les éléments FDLR qui sont à Kisangani représentent un danger aujourd'hui? Ils sont là. Bon, à moins que ce soit une révélation, mais depuis qu'ils sont arrivés là, on n'a pas enregistré des incidents. Mais il y a quand même beaucoup de choses à craindre parce que, vous savez, un militaire, quand il n'a rien, il n'a pas d'argent, il cherche souvent d'autres mécanismes peu orthodoxes pour arriver à procurer des choses. Nous avons vu certains rebelles qu'on croyait qu'ils avaient fini avec les armes, mais plus tard, ils se sont recourus aux armes. Donc, ils auront peut-être cet esprit-là de faire recours... mais attention, ils ne sont pas tranquilles. Quand ils sont là, ça ne veut pas dire que le gouvernement les a abandonnés comme ça. Ils sont surveillés. Et à chaque mouvement, ces rebelles-là sont surveillés. Et c'est comme ça, ils seront surveillés jusqu'à ce qu'ils seront rapatriés dans leur pays. Je voulais signifier à notre ami Nico, la MONUSCO a une grande responsabilité en ce qui concerne ces rebelles autour-rwandais. Tout simplement parce que c'est là où viennent tous les ultimatums, excusez-moi, tous les ultimatums. C'est là où on décide du sort de ce rebelle. Mais il y a quand même une question qu'il faut se poser. Post-opération FDLR contre FDLR, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que on a dit que c'est un processus. On va maintenant s'attaquer parce qu'il y a aussi des rebelles ougandais qui vivent dans notre pays. Les ADF. Voilà, des ADF, et jusqu'à ce que nous allons, la MONUSCO ou nos forces armées vont pacifier totalement l'est du pays. Joël Kadindanga, les rebelles outourandais qui ont été délocalisés à Kisangani, vous ne pensez pas qu'ils représentent aujourd'hui un danger? Et aussi, le chef d'état-major de FARDC, le général Didier Toumba, a rassuré que le gouvernement mettra un paquet pour qu'on puisse, une fois pour toutes, mettre fin à la présence des groupes armés sur les territoires congolais.
Bon, si d'abord les moyens pour s'occuper de notre propre armée posent problème, à combien plus forte raison pour ceux qui ont été démobilisés et placés à Kisangani. Vous savez, j'ai comme l'impression que dans ce pays, on n'a pas pitié de Boyomé qui ont souffert pendant la guerre de 6 jours entre Rwandais et Ougandais. Et qu'aujourd'hui, on veut pratiquement ressusciter cette guerre, cette hargne, hein, nous rappeler des mauvais souvenirs entre Rwandais et Ougandais qui se sont battus à Kisangani. Cela étant, je voudrais un peu revenir à ce que les estimés confrères Bikaï dit. Je ne vois pas en quoi nous disons le contraire entre nous et lui. Il réfléchit de la politique dans son aspect intérieur. Et aujourd'hui, il n'oublie pas qu'aucun État ne vit dans l'autarcie. Et si nous avons la MONUSCO aujourd'hui, c'est parce que les États sont liés les uns et les autres par des relations d'interdépendance, de telle sorte que ce qui se passe ici chez nous a des implications en Europe, a des implications aux États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas pour rien que vous voyez les États mettre ensemble leur budget pour dans l'organisation que nous appelons les Nations Unies. Donc ça voudrait dire, et si nous avons accueilli les Hutus rwandais ici chez nous, c'était dans le cadre de ces relations-là. Et les Hutus nous ont été imposés. Et parce qu'ils nous ont été imposés, puisque chassés de l'autre côté, il y avait lieu qu'aujourd'hui, qu'on puisse retracer l'histoire de la mort d'Abiyarimana. En retraçant l'histoire d'Abiyarimana, dire à Kagame qu'il peut recevoir ses propres... bien appelé, hein? Oui, c'est dans la langue, Kagame, je oui. Ouais. C'est dans ta langue. Dans sa langue, c'est en Kinyarwanda. Donc, qu'on leur demande de récupérer leurs frères. Ils sont 1500. On peut les cantonner. Là, on s'arrête un peu là. Mais pourquoi aujourd'hui la communauté internationale n'arrive pas à imposer aussi au Rwanda les je voudrais bien répondre à ça. Il y a Anguille sous roche. Laissez-moi répondre à cette question. Cette politique il y a Anguille sous roche. Pour la communauté, pour certaines officines de la communauté internationale, elles avaient travaillé à la balkanisation de la RDC. Ils ont échoué, mais je crois qu'ils n'ont jamais abandonné leur aspect. Vous avez même entendu un président de la République, l'une des plus démocratiques au monde, la France, vous demandez que nous devions partager les richesses aux frontières entre le Rwanda. Là, vous voulez parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Exactement. Donc, ça veut dire que ces gens n'ont jamais abandonné leur idée. Parce que, je vous dis, vis-à-vis de ces 150 personnes, j'ai peur de dire que cette opération risque d'échouer. On va dire non, il y a eu des résidus qui sont restés à Chabunda, à telle place, et en conséquence, il faudrait qu'on trouve une solution où est-ce qu'on peut caser ces gens-là sur notre territoire. Et on va vous demander 300 km, 500 km, où on va demander tous les Hutus qui sont partis, non, qu'ils soient là-bas. On va créer une sorte de zone neutre, tampon, où ni la RDC ni le Rwanda n'auront les contrôles. Et c'est vers là qu'on est en train de tendre. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est un montage qui est en train de s'affirmer petit à petit. C'est là que je peux répondre pour dire que notre armée devrait agir seule pour l'intérêt des Congolais. Et à ce titre-là, on n'a plus pitié de qui que ce soit. Il faut s'attaquer à ces 150 personnes, les neutraliser. Pourvu que ça se réalise comme vous le souhaitez, vous répondez par là et puis on va passer au deuxième sujet. Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale applique la politique des 2 poids 2 mesures? Pourquoi cette communauté internationale n'arrive pas à imposer ou à demander au Rwanda de récupérer ses concitoyens? S'il vous plaît, fidèle. Pourquoi? S'il vous plaît, fidèle. Oui. Où se trouvent les chefs de cette fameuse communauté internationale? New York. On parle des Nations Unies, ONU, pardon. Quand on parle de la vous oubliez que le Congo Kinshasa fait partie aussi de cette communauté internationale. Oui, parce qu'ils sont membres. S'il vous plaît, fidèle. Allez-y, il y a quand même des dirigeants. Ne disez pas mon peuple en erreur. Aujourd'hui, je me suis mis debout contre tout mensonge. Donc qu'ils viennent. S'il vous plaît, il faut vous mettre en tête que dans tout cela, vous parlez dans les méandres du droit. Il faut vous mettre en tête que les droits internationaux n'est pas parfaits. Il n'existe que dans les têtes des pays faibles. Figurez-vous, lorsqu'il y a eu attentat de Lockerbie, la majorité des victimes étaient anglo-saxons. Prenez l'attentat de l'Utoya contre la majorité des victimes étaient françaises. Lorsqu'il s'est agi d'indemniser les familles des victimes, Kadhafi
Il a dit Tolo que la France est une puissance de second degré. Je ne peux pas indemniser les victimes françaises de la même manière que les victimes anglo-saxonnes. Vous avez un arrêt rendu en votre faveur, vous Kinshasa, contre Kampala. Plus de 10 milliards. On vous a déjà payé? La Cour internationale de justice. Là, c'est la faute à qui? C'est ça. La faute est le droit international est proportionnel à la force d'un État. Voilà. Vous êtes fort, on vous respecte. Vous n'êtes pas fort, on vous respecte. C'est pour cela vous voyez Kagame. C'est-à-dire la RDC est faible. Très faible. Le ventre mou de l'Afrique. Non, jamais. La RDC n'a jamais été faible. La RDC, c'est un pays fort. Depuis... nous avons tous étudié notre histoire. Nous avons connu les exploits de nos forces. Les exploits de nos forces armées à l'extérieur du pays. Oui, rappelez-vous de l'opération Sangaris, tout ça. Dire qu'aujourd'hui la RDC est faible, c'est être pessimiste, de mauvais goût. Placez juste un mot là, on passe au deuxième sujet. C'est juste dire que les dirigeants que nous avons eus travaillent à l'affaiblissement de nos forces armées. Vous avez vu ce dont a été capable le feu général Mamadou Ndala. Donc c'est vous dire que nous sommes forts, mais les infiltrations avec les étrangers qui sont dans notre armée, dans nos services de renseignement, nous affaiblissent. Voilà, merci. On va prendre rapidement le deuxième sujet de notre magazine de cet après-midi. Là, nous allons parler un peu sport avec... la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Guinée équatoriale. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est qualifié pour les quarts de finale. La RDC joue donc demain samedi contre son voisin, les Congo-Brazza. C'est donc une rencontre historique, n'est-ce pas, Edmond Izouba? Historique parce que les circonstances...